compris que toute action envers les populations, sans passer par les religieux, était vouée à l'échec ou avait peu de chances d'aboutir. Réussir vers les années 1920-1930 à s'approcher des chefs religieux pour les associer à la gestion du pays. Ces derniers donc joueront le double rôle d'intermédiaire et d'auxiliaire du pouvoir colonial. Ce pacte s'est matérialisé sur un compromis colonial ou une accommodation au système colonial. À l'origine de ce compromis est la confiance placée au disciple soufis en son guide. Le disciple, le talibé, on le dit souvent, fait beaucoup plus confiance au marabout qu'au gouvernement. Le troisième facteur de rapprochement entre les marabouts et le pouvoir colonial est la culture de l'arachide. La classe maraboutique constitue un relais proche pour les populations. Les religieux vont jouer un rôle très important, surtout avec la production agricole qui est la base de l'économie du Sénégal à l'époque. Mais cette influence ne s'arrête pas au seul domaine de l'économie arachidière, mais aussi à l'industrie et au transfert. Veuillez vous référer à la deuxième partie, chapitre 4. C'est à toutes ces questions que nous avons tenté de répondre à travers le prisme. Je vous ai donné 5 minutes de plus. Ah, d'accord, monsieur. Vous avez épuisé le temps, hein? Oui. Donc, soyez concis en 5 minutes pour qu'on puisse donner la parole au président. D'accord. Monsieur le Président, cher professeur. Au total, donc, pour retracer l'histoire des relations entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs marabouts, il faut remonter loin dans l'histoire de la Sénégal. L'islamisation de cet espace qui constitue aujourd'hui le Sénégal et les pays de l'Afrique de l'Ouest ne s'est pas principalement faite militairement, mais à travers le commerce de l'installation de marabouts dans les couloirs. Une influence de l'éducation. Dans cette étude, nous avons cherché à montrer le déroulement des différentes phases de l'évolution historique du Sénégal depuis la pénétration de l'islam jusqu'à nos jours. Cette permanence du phénomène religieux, son actualité vivante, son influence sur l'économie, la politique, la culture et la religion traditionnelle négro-africaine est très ancienne. Le dernier chapitre de la troisième partie ouvre une perspective sur les questions de la gouvernance au Sénégal. La conclusion jette un regard critique et croisé sur certaines figures politiques du Sénégal. Enfin, que pouvons-nous retenir en conclusion? Après cette étude sur l'histoire des rapports entre l'islam politique et la tradition au Sénégal, nous pouvons retenir que l'interpénétration de l'islam et de la vie sociale et politique est encore très profonde au Sénégal. Christian Colomb avait beaucoup évoqué dans ses écrits la question des rapports entre les autorités coloniales et les leaders religieux au Sénégal. À travers une analyse socio-historique, il met en évidence la création et la reconfiguration d'un mode d'organisation politique de l'administration coloniale dont les marabouts sont partie prenante. Il s'est attelé à décortiquer les théories sur la littérature dominante et propose un cadre conceptuel pour l'étude des sociétés. Au Sénégal, pays comprenant plus de 90% de musulmans, les marabouts jouent un rôle important au plan sociopolitique depuis l'époque coloniale. L'État a toujours entretenu des rapports fondés sur un message de service avec les marabouts. De sorte que si ce n'est pas les politiques qui courent derrière les marabouts, c'est plutôt eux qui sollicitent leur soutien. En effet, depuis l'époque coloniale, il y a eu, selon Maurice Jackson, une coproduction dialectique des pouvoirs spirituels et temporels par le truchement d'alliances stratégiques entre marabouts, secrétaires, cadis et préparateurs mystiques. Dans les royautés coloniales, les marabouts ont également joué un rôle d'interface entre les populations et les colonisateurs, afin de perpétuer dans une relative stabilité un ordre sociopolitique impérial, leur assurant des ressources économiques et symboliques qui nourrissent leur prestige. Maintenant, sur la partie réservée à la méthodologie, les sources. Donc, nous pouvons dire que nous avons recouru à 5 sources principales. Les ouvrages généraux, les archives coloniales, notamment celles de Dakar, les journaux et périodiques, les sources écrites des tariqas sénégalaises, les sources électroniques. Nous avons orienté nos investigations principalement vers les centres de documentation suivantes. Les archives nationales du Sénégal, la bibliothèque universitaire de Dakar, l'Institut fondamental d'Afrique noire, le CESTI,
les bibliothèques des départements d'histoire, d'arabe, de philosophie, de sociologie. La production bibliographique des historiens des grandes formations étatiques est très féconde. Notamment entre les années 60 et 70, Jean-Cyril Canal a fait une étude en 3 tomes consacrée à l'Afrique occidentale et centrale. Le professeur Cheikh Anta Diop a étudié l'organisation des États de l'Afrique précoloniale et a montré leur évolution au contact de l'islam et de la colonisation. Djibril Tamsir a travaillé sur le Soudan occidental, une région qui a vu au Moyen-Âge se développer de grands États comme le Ghana, le Mali, le Songhay. Il a fait dans son étude du rayonnement culturel de ses formations jusqu'au Maghreb. Les royaumes de la Sénégambie ont fait l'objet de travaux soutenus au département d'histoire de l'Université de Dakar. La première génération d'historiens formés à l'Université de Dakar a consacré l'essentiel de leurs travaux à ces États. Abdoulaye Bakili a étudié le Gadiaga, Boubacar Bari le Wallo, Mamadou Diouf et Rokhaya Fall le Kadior. Mbaye Gueye a étudié les États Wolof et Sérère. Oumar Kane le Fouta Toro. Il convient de mentionner la contribution de taille de la collection des grandes figures historiques africaines dirigées par Ibrahima Baba Kaké et qui fournit des renseignements sur le processus de formation, d'agrandissement et de déclin des royaumes africains. Si la première génération a travaillé sur les origines du sous-développement, la deuxième a cherché à réhabiliter les Africains. Entre les deux générations, la traite négrière est la zone de rencontre. C'est un point d'achoppement avec les africanistes et c'est dans cette confrontation qu'il a fallu mettre l'accent sur la contradiction entre les chercheurs dans l'écriture des sociétés africaines. Ce débat est le produit mitigé et ce débat est le produit, selon Bari Boubacar, de l'échec des États qui devaient créer une nation. C'est aussi la conséquence de la rupture entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs intellectuels. Dans ce contexte, on assiste à la floraison de thèmes nouveaux avec la 3e génération, l'histoire du banditisme social avec le professeur Ousseynou Faye et l'appel de plus en plus pressant des politiques au discours des historiens. Les ouvrages généraux ou spécialisés ont aussi beaucoup contribué à l'élaboration de ce travail. Oui. Donc, les limites de ce travail, les problèmes. Le problème des sources semble être le problème majeur auquel se heurte tout chercheur qui cherche à s'intéresser à l'histoire de l'art. Quant à notre sujet, l'intervalle périodique qui le comprend coïncide avec les périodes riches en renseignements, surtout à partir de la seconde moitié du 19e siècle, époque marquée par la pénétration coloniale au Sénégal. Ainsi donc, vous le devinez, notre première source d'information sur cette période a été les archives nationales, qui à notre grand bonheur renferment une documentation bien fournie sur l'islam, la politique et les traditions, objet de notre préoccupation. Il faut toutefois signaler que malgré le dévouement exemplaire des archivistes et documentalistes dont nous avons sollicité les services, nos attentes ont été dans l'ensemble non satisfaites. D'abord, et paradoxalement, en dépit, parce qu'en dépit de sa longue et ancienne implantation en Afrique, le sujet en question reste peu étudié par les historiens. Les rares éléments d'analyse pertinente et dignes d'intérêt ont été faits par des sociologues, des philosophes, des politologues. Les sources documentaires dont nous avons pu disposer dans le cadre de nos recherches sont constituées d'éléments d'archives, de coupures de presse, d'époques, de revues, de témoignages divers pour l'essentiel. Il y a lieu aussi de souligner que les sources d'archives sont parfois dépendantes des préoccupations politiques de l'époque. Le manque d'objectivité s'explique souvent par la méconnaissance profonde des réalités locales de leur auteur, mais surtout par une volonté chez certains de vouloir travestir l'histoire pour servir les intérêts des dominants. Là aussi, nous avons consulté bien sûr les sources orales, puisque le temps nous est compté. Donc, nous pouvons dire que donc, en conclusion, nous pouvons dire qu'à la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire qu'au Sénégal, la force des croyances religieuses, en particulier l'islam, a laissé une empreinte durable sur l'évolution politique, économique, sociale et culturelle, marquée par une faible laïcisation des comportements.
Cet investissement religieux de près d'1 millénaire a aidé la société sénégalaise à faire face à la déstructuration sociale héritée de l'époque coloniale. La classe politique cherche à utiliser le champ religieux pour neutraliser ses potentiels subversifs en collaborant avec les marabouts, chefs de communauté influents. Pour ces derniers, leur influence dans les politiques sociales au Sénégal se mesure à différents niveaux. Leur influence du point de vue économique est complexe et parfois très importante. Sur le plan des valeurs reconnues par les groupes, elle est essentielle. Ils peuvent être à l'origine de la création de mythes collectifs favorables ou défavorables au développement. Ainsi, le mythe mouride, travail, prière, favorise le progrès économique. Ils peuvent d'autre part être des facteurs de cohésion sociale ou au contraire favorisés par leur rivalité à l'échelon individuel, l'éclatement de la société en de multiples factions. Pour la construction d'une économie planifiée particulièrement difficile dans un monde rural inorganisé, des structures religieuses fortes et cohérentes administrativement bien organisées peuvent apporter une aide puissante. Ils peuvent aussi être, suivant l'enseignement qu'ils donnent, des promoteurs ou des adversaires du progrès individuel, facteurs essentiels pour le développement économique, car seuls capables de faire le maximum d'initiatives et de renouveler de l'intérieur les structures traditionnelles. Il ne faut pas donc dénier aux écoles coraniques l'action de réforme qui s'y propage depuis quelques années, qui est ainsi très favorable. Enfin, par leur action individuelle, ils peuvent être aussi soit des freins, soit des moteurs économiques dans les zones rurales, suivant l'attitude qu'ils adoptent vis-à-vis des biens terrestres et suivant leur sens du bien commun. De plus, en ce domaine, il ne faudrait pas oublier qu'ils prennent une grande partie de l'épargne rurale, urbaine, et que rien ne semble empêcher une utilisation pour des tâches ou des investissements économiques de cette épargne ainsi rassemblée. Au Sénégal, pays comprenant plus de 90% de musulmans, les marabouts jouent un rôle important au plan sociopolitique. Depuis l'époque coloniale, l'État a toujours entretenu des rapports fondés sur une naissance de services avec les marabouts. De sorte qu'on peut affirmer que si ce n'est pas les politiques qui courent derrière les marabouts, c'est plutôt ces derniers qui sollicitent leur soutien. Force est donc de constater qu'au Sénégal, l'alliance entre les marabouts et l'appareil d'État demeure un des clés du système politique sénégalais. De nos jours, la tension est très forte entre savoir moderne et religieux. Les religieux et les oulémas travaillent à la fois dans un troublant paradoxe pour la spécialisation des fonctions profanes et sacrées, et pour la fusion des sphères profanes et religieuses dans l'union du dîme et de la prière. Ils conçoivent la religion comme un système de vie où dîme, c'est-à-dire religion, dunya, monde et dawa, état, forment un tout indivisible. La description de ce groupe innovateur qui retrace les fondements d'une nouvelle religion remet en question l'opposition couramment dessinée pour l'ensemble du monde musulman entre militants islamistes et lettrés traditionnels. Elle montre l'émergence d'un nouveau type je suis obligé de vous interrompre. Je vais donner 40 minutes. C'est vrai. Ce sont des normes académiques. Effectivement. L'exposé ne doit pas dépasser 20 minutes. Je vais donner 40 minutes. Donc, concluez en 1 minute avant qu'on passe à la Bon, monsieur, c'est lié surtout à la densité du thème. Vous savez, je vous demande de conclure, monsieur Thiam. Donc, nous pouvons dire que tel apparaît aujourd'hui le tableau des rapports entre les religieux et les politiques dans le monde en général. Au Sénégal en particulier, face à cette multitude de cultures politiques, cultures religieuses, ou simplement cultures universelles, et face à cette divergence d'opinion active ou passive, une réelle communication est loin d'être établie entre ces tendances. Leur interdépendance s'inscrit pourtant dans la nouvelle configuration du monde, en vertu des liens noués depuis l'époque coloniale, sans parler des échanges établis dans la paix en Afrique occidentale française dans la seconde moitié du 19e siècle. Je vous remercie seulement du jury. Merci. Pour votre aimable attention. Merci, M. Thiam, pour votre exposé très exhaustif. Je vous
remercions et sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à votre directeur de thèse, professeur Touré, qui a bien voulu